L'exemple que je prends typiquement, c'est comme si je me mettais à la course à pied demain, sachant que je cours jamais, et que dans une semaine, je vais y faire un marathon. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que c'est complètement débile. Par contre, si je dis que je vais faire un marathon d'ici, je sais pas, un an, on me dira, ah bah oui, il va falloir que tu t'entraînes, que tu augmentes de plus en plus tes distances, etc. Pourquoi ça devrait être différent pour le dos? Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toute chose fitness et performance en Suisse. Dans cet épisode, je reçois Antoine, dit Cerveau Musclé sur Instagram, kinésithérapeute à Paris. Salut Antoine, bienvenue sur le podcast. Salut, merci de m'avoir invité. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Antoine, comme tu l'as dit. Sous Instagram, je suis plus connu sous le nom de Cerveau Musclé. Je suis kinésithérapeute depuis 3 ans en région parisienne. J'ai un master 2 en psychologie et contrôle du mouvement. Je fais aussi officieusement une thèse sur l'anxiété et la douleur chronique. Et donc, sur mon compte Instagram, moi, ce qui m'intéresse, c'est de balayer des champs comme la douleur, de les vulgariser, surtout de proposer des contenus fondés sur ce qui se fait en sciences. Super, écoute, on va attaquer directement dans le vif du sujet. La douleur, ça sert à quoi? Euh, la douleur, ça sert à quoi? Alors, ça, c'est une très bonne question. Je pense que premièrement, la douleur, c'est une fonction vitale. C'est-à-dire que si tu laisses ta main sur une plaque brûlante, tu vas avoir un message douloureux qui va te dire ah, il faut enlever ta main. Il y a un vrai danger. Donc, initialement, c'est une fonction vitale. Et là, on parle de douleur aiguë, donc c'est-à-dire une douleur qui est rapide et qui dure pas longtemps. Quand la douleur devient chronique, au-delà de 3 mois, on perd cette notion comment dire, de fonction vitale. Il n'y a plus de danger, mais la douleur persiste. Alors, par plein de mécanismes, mais il n'y a plus de fonction vitale, c'est surtout une fonction qui est là pour nous embêter parce que notre cerveau pense qu'il y a toujours du danger et pourtant il n'y a plus de danger. Donc, c'est plus un souci au niveau du système même de la douleur. Oui, donc je t'ai entendu parler, notamment sur ton compte Insta, au travers de quelques posts, du système de la douleur, comme tu viens de le mentionner. Comme tu dis, on a un système respiratoire, un système cardiovasculaire, on a aussi un système de la douleur. Et donc, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec cette idée, est-ce que tu peux développer un petit peu? Ouais, bien sûr. Bon, alors c'est vrai que de définir la douleur comme un système, ça fait débat parmi mes collègues et parmi la recherche en douleur. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien considérer ça comme un système. Pourquoi? Parce que peut y avoir parfois des douleurs qui n'ont pas de cause apparente. Je vais te parler d'un exemple qui est assez marquant. Donc, c'est un exemple qui avait été rapporté dans le British Medical Journal, donc une revue assez prestigieuse. Ça devait être années 50, un truc comme ça. Un ouvrier qui s'était présenté aux urgences avec un clou dans la chaussure et qui traversait la chaussure. Le gars, évidemment, il hurlait, il se tordait de douleur, etc. Donc, il a été décidé de le mettre sous anesthésie pour pouvoir retirer après tranquillement la chaussure. Donc, ils l'ont mis sous anesthésie et quand ils ont retiré la chaussure, ils ont remarqué que le clou n'avait pas du tout touché un orteil ou quoi que ce soit, même pas une éraflure. Et des exemples comme ça, en fait, il y en a plein où la douleur n'a aucun lien avec un tissu lésé, une blessure musculaire ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien parler d'un système de la douleur, c'est parce que euh, pour faire simple, la douleur c'est un message qui provient du cerveau tout le temps. Que ce soit qu'on vous pince, que ce soit la plaque brûlante ou quoi que ce soit, ça vient toujours du cerveau. Il n'y a pas d'arc réflexe douloureux, à ma connaissance en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a deux grandes voies qui existent pour la douleur. Il y a ce qu'on appelle la voie périphérique. Donc, par exemple, quand tu te prends un coup sur l'épaule, ou tu tombes ou un truc comme ça va activer des petits neurones qu'on appelle les nocicepteurs. Et les nocicepteurs, en gros, ils envoient un message de danger. Et j'ai bien dit danger, j'ai pas dit douleur. Ils envoient ce message et le cerveau décide si oui ou non il doit balancer de la douleur. En gros, c'est la meilleure réponse qu'il ait trouvée pour prévenir notre perception qu'il y a un danger. Il envoie de la douleur. Suite à ça, quand tout rentre dans l'ordre, le cerveau va envoyer des messages d'inhibition. Donc, c'est-à-dire, il va envoyer des substances, donc des hormones, par exemple des opioïdes, des cannabinoïdes, pour calmer justement ces nocicepteurs. Et ça, c'est un peu ce qu'on appelle la voie centrale. Euh, pour faire simple et court, parce qu'on pourrait en parler 10 heures, hein, mais pour faire simple et court, dans le cas de douleurs chroniques,
peut y avoir les nocicepteurs qui sont surexcités et qui envoient beaucoup plus facilement des messages de danger, et où on peut avoir le cerveau qui soit surinterprète ces messages de danger, soit qui a du mal après à calmer un petit peu le retour à la normale. Donc en gros, c'est ça la douleur chronique et c'est ça le système douloureux. Ça implique plein de structures cérébrales et qui se modifient dans le temps. Plus on a mal longtemps, plus le cerveau se réorganise. Donc c'est un système qui est dynamique. Pareil pour les nocicepteurs. Donc voilà. Je ne sais pas si tu arrives à me poser un chiffre dessus, mais dans cette idée de la complexité des douleurs chroniques et du fait que des fois, il y a une cause structurelle, tissulaire, etc., et des fois pas, euh, est-ce que tu arriverais à dire la proportion de cas dans des douleurs chroniques où il y a vraiment encore un souci structurel, ou alors au contraire, où c'est vraiment je ne veux pas dire juste dans la tête du patient parce que ce serait faux de le dire comme ça, c'est plus que juste la tête, mais dans le système de la douleur, on va dire. En toute honnêteté, j'ai pas de chiffres. Mhm. J'ai vraiment pas de chiffres. Alors, j'ai peut-être un exemple pour en parler. On parle souvent pour les maux de dos de lombalgie non spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure en particulier qui expliquerait une douleur. Je ne sais pas combien de pourcentage ça représente des lombalgies, mais je sais que c'est un pourcentage qui est nécessairement très important. Maintenant, ouais, je ne sais pas du tout. Maintenant, il suffit de regarder aussi tout ce qui est lumbago, etc. Il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de cause structurelle particulière et qu'il y ait quand même une douleur. Donc, un pourcentage, je ne pourrais pas te dire, mais il y en a un sacré paquet. Donc, pour continuer sur ce lien entre les douleurs chroniques et les défauts ou les soucis, on va dire, structurels ou non, est-ce que tu peux parler un petit peu du rôle des IRM et des radios quand on parle de douleurs de dos? Et est-ce que c'est une bonne idée d'aller faire une radio, faire un IRM si on a des problèmes de dos? Alors ça, c'est une très très bonne question. Est-ce que les imageries ont un intérêt pour les douleurs de dos? Je vais te répondre oui et non. Je vais te faire une réponse de Normand. Euh, Donc dans l'idée, ce qu'on a remarqué, c'est que parmi les gens qui n'ont pas mal au dos, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont des hernies discales, de l'arthrose, etc., etc. Euh, je crois, alors de mémoire, je sais que c'est un article d'un gars qui s'appelle, alors qui a un nom compliqué, Brinkijki, en 2015, qui a étudié ça. À 50 ans, je crois qu'il y a 50% des individus qui ont des hernies discales, mais qui l'ont pas mal. Mhm. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, du coup, l'imagerie pourrait en fait faire plus de mal que de bien, c'est-à-dire le patient a mal au dos, il va faire son imagerie, on lui dit bah, vous avez l'hernie discale, et le patient se dit oh putain, je suis dans la merde. Il va aller sur Doctissimo et en effet, il va comprendre qu'il est dans la merde alors que pas du tout en fait. Merci Doctissimo d'ailleurs. Mais, mais parfois, ça peut être utile. En fait, quand tu es thérapeute, tu as ce qu'on appelle des drapeaux rouges. Donc, c'est une sorte de checklist qui permet d'éliminer les événements graves, type cancer ou trucs comme ça. C'est vrai que si dans la checklist, on a un doute, qu'il y a des éléments de réponse du patient qui nous paraissent un peu curieux, on va l'emmener faire une imagerie, non pas pour trouver une hernie discale ou quoi que ce soit, mais par exemple pour trouver une tumeur. Donc, l'imagerie médicale, oui, mais à prescrire avec bonne intelligence, si je puis dire, ce qui n'est pas trop fait aujourd'hui. Donc, comme tu as dit, ça peut engendrer presque une panique de la part du client s'il voit quelque chose Ouais. sur les images alors qu'en fait, il n'a pas de douleur et donc peut-être un faux signal d'alarme. Donc, Ou même s'il a mal, il peut se dire bah, c'est à cause de ça, hmm. donc je suis foutu, etc. Alors que pas du tout, il y a des solutions très simples pour qu'il aille mieux. Et donc, dans ces cas-là, comment est-ce que tu rassures un client, un patient qui aurait été exposé à ces images ou à cette information et qui maintenant associe sa douleur à un défaut structurel potentiellement? En fait, souvent, je vais avoir deux temps. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais je fais comme ça souvent. Et ça me rappelle un patient qui était venu justement, qui me disait j'ai mal au dos, j'ai l'hernie discale, j'ai la trouille, machin. Il m'avait posé une bonne question. Il m'a dit mais si j'ai une hernie et que c'est ça qui me fait mal, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Parce que bon, vous êtes kiné, vous n'êtes pas chirurgien, vous n'allez pas m'enlever la hernie. Je lui dis vous avez tout à fait raison. Je ne peux pas vous enlever votre hernie. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que dans 66% des cas, même 70% pour les populations européennes, les hernies vont disparaître spontanément. Notre corps va détecter qu'il y a un truc qui dépasse, il y a un truc en trop, et du coup, il va couper ça et le recycler. Bon. Deuxième truc, c'est que souvent, je leur montre les chiffres. Vous voyez, il y a plein de gens qui ont des hernies et qui ne souffrent pas du tout.
Ensuite, je vais leur montrer parfois d'autres résumés de papier en leur disant, vous voyez, des gens qui, comme vous, avaient un diagnostic de hernie, ils ont fait un petit programme de kinésithérapie et au bout d'un mois et demi, ils n'avaient plus mal. Souvent, ça rassure les gens. Après, ils me disent, mais pourquoi j'ai mal? Et c'est là où je refais un peu le speech, tu vois, comme je t'avais dit en début de podcast sur la douleur, en prenant une image très simple, en prenant ce que moi j'appelle le détecteur de fumée. Donc, le détecteur de fumée, il ne détecte pas une fumée pour une fumée de cuisson, une fumée de four, etc. Il détecte une fumée qui est bien noire, bien consistante et vraiment il y a quelque chose qui est en train de flamber et qui devient problématique. Système de la douleur, c'est à peu près pareil. Il faut voir ça comme un détecteur de fumée. Quand tout va bien, quand le système fonctionne bien, il ne s'active pas pour un oui, pour un non. Et quand le système est un peu déréglé, il peut devenir plus sensible et s'activer pour un oui, pour un non. Et souvent, donc, je leur fais un bilan complet. Donc, je leur demande est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce qu'à la maison, ça va bien? Est-ce qu'au boulot, ça va? Est-ce qu'ils sont sportifs? Est-ce qu'ils sont plutôt heureux? Est-ce qu'ils sont anxieux, dépressifs? Enfin bref, je fais un check-up un peu complet. Très souvent, il y a des réponses comme au boulot, ouais, j'ai beaucoup de boulot, j'ai la pression, ou à la maison, c'est compliqué. Enfin bref, souvent des réponses comme ça. Et je leur dis, voyez, votre douleur, votre expérience douloureuse, eh bien, c'est tout ça. C'est tout ça, et on pourrait dire peut-être que la hernie a engendré un petit peu d'inflammation, et cette inflammation était quelque part la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, on peut travailler sur plein de thèmes ensemble. Alors, vraisemblablement, les soucis au boulot, je ne peux pas y faire grand-chose, mais on peut travailler sur plein d'autres choses. Est-ce que vous voulez que nous travaillions là-dessus? Et en général, c'est comme ça que je présente le topo aux patients. Tu as parlé en passant donc du rôle que joue le stress, le sommeil ou le manque de sommeil. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus des effets donc du manque de sommeil, par exemple, sur une douleur, qu'elle soit, on va prendre le cas d'une douleur chronique, par exemple, Ouais. et donc le stress aussi dans ce même paradigme. Bien sûr. Alors, en fait, pour ce qui est du sommeil et de la douleur, bon, au niveau de la littérature, on peut retrouver souvent que des gens qui dorment moins de 7 heures peuvent avoir une production plus élevée de molécules inflammatoires. Pour ceux que ça intéresse, c'est du IL-6, du TNF, alpha, etc. Bon, dans la littérature, c'est pas évident. Il y a des études qui trouvent qu'il y a moins de production, d'autres qui trouvent qu'il y a plus de production. J'ai l'impression que globalement, ça tend plutôt vers du plus. Mais bon, à prendre avec des pincettes. Ce qu'on voit aussi, c'est que tout le système donc, inhibiteur de la douleur, donc tout ce qui est opioïdes et potentiellement cannabinoïdes, la recherche est encore très, très jeune là-dessus, va moins bien fonctionner aussi. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a pas mal d'effets immunitaires. Donc, on a parlé de l'inflammation qui est réponse immunitaire. Il y a aussi d'autres effets sur l'immunité. Et pour faire très simple, parce que bon, je maîtrise pas le sujet très bien, le système immunitaire a un rôle aussi dans la douleur. Donc, il est possible qu'avec une moins bonne régulation du système immunitaire qui se fait pendant le sommeil, hein, le système immunitaire est surtout régulé pendant le sommeil, Mhm. il est possible que ça amène à plus de douleur. Pareil au niveau de l'activité corticale, au niveau des aires cérébrales, on peut remarquer qu'avec le manque de sommeil, il y a des aires liées à la douleur qui sont plus actives. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les patients qui ont des douleurs chroniques dorment moins bien que ceux qui n'ont pas de douleur. Donc leur sommeil est moins qualitatif, ils vont avoir des réveils nocturnes, etc., etc., et moins quantitatif, ils vont dormir moins longtemps. Maintenant, qui de l'œuf ou de la poule? Voilà. Est-ce que c'est parce qu'ils dormaient mal qu'ils ont développé des douleurs chroniques, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des douleurs chroniques qu'ils dorment mal? Moi, je ne sais pas où est le point d'entrée. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un véritable cercle vicieux. Donc, on dort moins bien, on a plus mal, on a plus mal, on dort moins bien, et ainsi de suite. Où est-ce que tu commences avec tes patients dans un cas comme ça où il y a clairement un manque de sommeil, du stress au niveau individuel? Comment est-ce que tu abordes ces sujets-là qui sont... Alors, bien sûr, tu peux les aborder avec tes patients, mais c'est peut-être pas nécessairement pour ça qu'ils sont venus te voir. Donc, comment est-ce que tu fais cette transition pour les amener vers la réalisation que, en fait, c'est ces choses-là qu'il faut regarder, pas seulement faire certains mouvements, pas faire certains mouvements, etc. Hmm. Je pense que déjà que ce qu'on appelle vulgairement le stress, c'est très fréquemment admis que ça peut augmenter les douleurs, même chez les patients. Souvent, ils le disent eux-mêmes, hein, je suis stressé, c'est peut-être ça qui me fait mal, etc. Et en fait, je leur dis simplement que le sommeil, le manque de sommeil, on peut rentrer ça dans la case stress. Donc, je leur dis, voilà, en fait, on quantifie votre stress.
On fait comme un verre d'eau. Donc, il y a le stress au travail, le stress à la maison, le sommeil. Ah, est-ce qu'on déborderait pas un petit peu du verre? Donc, c'est comme ça en général que je leur explique pourquoi je leur demande ces questions. Et pour gérer ça, alors je suis pas un pro du sommeil, mais souvent je leur propose soit de faire quelques petits exercices respiratoires qui peuvent les détendre un peu. Bon, ça c'est pas très, je suis pas sûr que ce soit éprouvé scientifiquement, mais je le fais quand même. Ça m'arrive de pas faire que du 100% science, j'avoue. Ou sinon éventuellement de se mettre une petite vidéo de détente ou des choses comme ça. Voir en fait si on peut changer un petit peu leur rituel avant de dormir Mmh. pour voir si ça peut changer leur sommeil. Après, si ça marche pas, en général, je réadresse vers des confrères et consoeurs qui eux, sont plus à même de donner des conseils par rapport au sommeil et par rapport à un facteur psychologique en général. Voilà, je suis pas psychologue. Je peux détecter en effet des sources de stress, etc. Mais voilà, comme je te le disais, je suis pas du tout apte et je sais pas faire. Par exemple, pour faire des prises en charge psychologiques de mal-être au travail, ça me dépasse. Mmh. Et du coup, je vais conseiller aux gens éventuellement le consulter pour ça. Et dans ta formation de kiné, est-ce que c'est des sujets que vous abordez, donc entre guillemets, le coaching du client et dans sa vie de tous les jours, à la maison, les habitudes, le sommeil, etc. Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Quasiment pas. Et en fait, dans une rééducation, on va toujours nous dire, oui, il faut bien demander le mode de vie du patient, etc., etc. Mais c'est pas développé du tout. Et tout ce qui est prise en charge, enfin, on va dire, en tout cas, repérage psychologique, que ce soit de la psychologie pure ou de la psychologie, par exemple, liée au mouvement, tout ce qui est peur du mouvement, etc. C'est pas du tout abordé. C'est pas du tout abordé. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a 2 ans, parce que ça fait vraiment 2 ans que je m'intéresse vraiment beaucoup à tout ça. Ce n'est pas abordé du tout, mais je sais que maintenant ça commence à l'être, étant aussi enseignant en école de kiné. Ça, j'en parle beaucoup à mes étudiants et j'avais fait tout un cours magistral sur justement douleur et facteurs psychosociaux. Et comment les élèves ils abordent ces sujets-là? Comment est-ce qu'ils les reçoivent? Vu que, comme tu as dit, c'était peut-être pas nécessairement, ça faisait pas nécessairement partie du cursus jusqu'à il y a très, très peu de temps. Donc, est-ce qu'ils sont ouverts à ce genre d'informations? Est-ce qu'il y a tu vois un peu de résistance? Peut-être des gens qui disent oui, mais ça, c'est pas de notre ressort, c'est pas de nous de faire ce travail, etc. Alors, quand je parle de psycho et de douleur, j'essaye toujours de rester dans une sphère kiné. Mhm. Donc, comme je te disais, tout ce qui est sentiment d'auto-efficacité par rapport à un mouvement, peur du mouvement, etc., etc. C'est très très bien reçu. Les étudiants sont vraiment très intéressés par ça, donc c'est super cool. Mhm. Et surtout, ça permet de leur ouvrir des champs plus larges que juste de la biomécanique, qui a ses limites et qui toute seule ne peut pas, je pense, ne peut pas résoudre des douleurs chroniques. Donc, ils sont très très ouverts à ça, ils sont très très intéressés et je pense que c'est des belles portes ouvertes pour ça. Tu as parlé plusieurs fois maintenant de la peur du mouvement. Ouais. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui en souffre? Est-ce que beaucoup de monde en souffre? Est-ce que c'est peu commun? Comment tu vois ce sujet-là? Donc la peur du mouvement, dans le jargon, on appelle ça la kinésiophobie. Enfin, vraiment, ça porte bien son nom, la peur d'un mouvement. Donc, par exemple, quelqu'un qui a mal au dos et qui va avoir peur de se pencher en avant développe de la kinésiophobie. En fait, ça vient des thérapies cognitives comportementales, donc de psychologie. C'était par exemple les gens qui avaient la phobie de prendre l'ascenseur. Euh, et en traitement, ils proposaient en fait ce qu'on appelle une exposition graduelle, c'est-à-dire que pour un ascenseur, par exemple, au début, on faisait appuyer sur le bouton de l'ascenseur, par exemple. Deuxième séance, enfin, je fais en accéléré et en très gros, mais deuxième séance, on faisait rentrer dans l'ascenseur avec quelqu'un d'autre Mhm. et en laissant les portes ouvertes. Et en fait, petit à petit, on arrivait à aider les gens pour reprendre l'ascenseur. Et ben, en kinésithérapie, c'est à peu près pareil. La kinésiophobie, ça peut concerner beaucoup de gens par peur de la douleur. En fait, quand il y a un mouvement qui leur fait mal, bien souvent, ils vont l'éviter. Donc, ce qu'on appelle le modèle de peur-évitement. Le problème dans ce truc-là, c'est que c'est un facteur de risque de chronicisation de la douleur assez important. Donc, quelqu'un qui a une kinésiophobie, qui a pas mal qui a mal par exemple depuis 2 semaines, pour moi, ça m'interpelle tout de suite et il faut très vite travailler dessus parce que c'est un vrai risque que la douleur persiste.
pour travailler dessus. Donc, on emprunte ce qu'ils ont fait donc, dans les thérapies cognitivo-comportementales, dans les TCC, et on peut faire de l'exposition graduelle. Typiquement, quelqu'un qui a peur de se pencher en avant, bah, par exemple, je vais d'abord lui faire plier les jambes, après je vais le faire travailler assis en se penchant en avant, et ainsi de suite. Mais c'est hyper important. Alors, pareil, j'ai pas de chiffres hein, sur la kinésiophobie. Euh, Moi, je sais que j'en ai souvent en cabinet, et il faut très vite travailler dessus. Quand tu parles de mouvement, peur du mouvement, il y a le mot posture qui vient à l'esprit. Je sais que c'est un mot un petit peu qui fait beaucoup débat, pour le dire simplement. Donc, si toi, tu avais l'opportunité, et je te la donne maintenant, de définir la posture, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la posture et quelles sont peut-être les fausses idées que les gens se font à propos de la posture? Alors, définir la posture, je vais essayer de faire un truc générique. La posture, c'est la stratégie que notre corps a mis en place pour faire face à la gravité. En français, ça voudrait dire la façon dont on se tient, tout simplement, à un instant T. Euh, Souvent, on a incriminé la posture dans le mal de dos, parce qu'on se tient pas assez droit, parce que on plie le dos pour ramasser un objet, etc., etc. Pour ce qui est de la posture assis, est-ce qu'il faut s'asseoir droit? La réponse c'est clairement non. Euh, D'ailleurs, je mets quiconque qui en doute, je mets quiconque au défi d'essayer de se tenir droit toute une journée. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que ce sera trop insupportable. Non pas parce qu'on n'est pas habitué, mais tout simplement parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Il y a eu un papier intéressant justement qui comparait ça. Donc, il y avait des individus qui devaient se tenir genre carrément avachis pendant 1 heure versus des individus qui devaient se tenir bien droit pendant 1 heure. L'inconfort était beaucoup plus marqué chez les gens qui devaient se tenir bien droit. Après toutes les études prospectives qu'on a pu faire sur le sujet, on a remarqué que non, non, il n'y a aucun lien entre la posture et la douleur, ni même entre le temps passé assis et la douleur au dos. Donc, pas de problème par rapport à ça. Pareil pour le fait de est-ce qu'il faut plier les genoux pour se pencher en avant. Je viens de sortir un post là il y a 20 minutes sur le sujet. S'il n'y a pas de port de charge, il n'y a aucune question à se poser. On peut tout à fait se plier son dos sans plier ses genoux. Quand on parle de port de charge, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on manque vraiment de littérature sur le sujet. Je dirais qu'en dessous de 15 kilos, il n'y a pas de problème. Au-dessus de 15 kilos, est-ce que ça va générer des problèmes ou pas? J'en sais rien du tout. Moi, je conseille mes patients, s'ils doivent porter plus de 15 kilos, justement de plier les genoux, voilà, parce que c'est plus facile pour eux aussi. Mais globalement, c'est quelque chose qui peut s'entraîner. On peut s'entraîner à porter de plus en plus lourd sans plier les genoux. Et tout ça, ça va permettre de renforcer son dos, renforcer ses disques intervertébraux, renforcer ses articulations, renforcer ses ligaments, renforcer ses muscles. Donc, c'est un très bon exercice. Donc, voilà pour la posture, si je puis dire. Il y a un exercice qui me vient à l'esprit dans ce cadre-là, c'est le Jefferson Curl. Je ne sais pas si ça te parle. Indeed. Ah bah, c'est bien Voilà. sûr. C'est C'est mon préféré. voilà. C'est mon exercice préféré. Donc, pour donner un exemple concret, est-ce que tu peux parler de cet exercice? Quels sont les effets? Et encore une fois, il y a beaucoup de débats là autour aussi, avec des gens qui disent, ben, c'est comme ça qu'on va rendre notre dos et notre colonne, etc., très, très solide et résiliente. Alors que d'autres disent, ah ben non, ça va créer des dégénérations au niveau du disque. Alors, tu te positionnes comment par rapport à ça? Eh ben, je n'aurais raison ni à l'un ni à l'autre, parce on n'a pas de papier sur le sujet. Donc, je vais répondre très honnêtement que je n'en sais rien. Ce que je peux dire par contre, a priori, notre corps a une capacité exceptionnelle de se renforcer. Il a une capacité incroyable et ça s'appelle la mécanotransduction, c'est-à-dire convertir un signal physique en un signal chimique. C'est notamment les principes, je pense, fondamentaux en musculation. Voilà, je pense que ça se voit. Moi, je suis pas un grand adepte de la salle, mais là-dessus, c'est pourquoi les muscles gagnent en volume et en force. C'est parce qu'à force de répéter un mouvement mécanique, il y a un signal chimique qui se crée justement dans les cellules musculaires. Et le signal chimique va en gros dire bah, les contraintes sont assez importantes, donc il faut qu'on produise des nouvelles cellules qui soient plus résistantes. C'est comme ça que ça marche, tout simplement. Donc je peux tout à fait penser qu'un Jefferson curl peut avoir le même effet sur la musculature, les ligaments, cartilage et os du dos.
à la seule condition que ce soit progressif. L'exemple que je prends typiquement, c'est comme si je me mettais à la course à pied demain, sachant que je cours jamais, et que dans une semaine, je vais y faire un marathon. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que c'est complètement débile. Par contre, si je dis que je vais faire un marathon d'ici, je sais pas, un an, on me dira, ah bah oui, il va falloir que tu t'entraînes, que tu augmentes de plus en plus tes distances, etc. Pourquoi ça devrait être différent pour le dos? Pourquoi? Je pense que si on commence, qu'on n'a pas l'habitude de faire du Jefferson, si on commence, allez, je dis une bêtise, à 10 kilos, et que petit à petit, sur plusieurs mois, on augmente et qu'on arrive à 40 kilos, moi, ça me paraît très bien. De toute façon, évidemment, il y aura une limite physiologique. C'est comme tout, hein. On ne peut pas soulever 1000 kilos avec notre corps, c'est pas possible. Il y a une limite. À nous de la trouver, mais si c'est fait progressivement, pour moi, il y a toutes les raisons pour que ça aille bien. Le On, corps s'adapte. Le corps s'adapte. En parlant de la posture, pour continuer un petit peu sur ce sujet-là, tu avais fait une série de stories sur ton Insta par rapport à une émission sur France 2, si je ne me trompe pas, qui Je parlait, vois pas du tout de quoi tu parles. qui parlait justement de, je veux dire, c'était assez bizarre pour le dire pleinement, la façon dont il présentait les choses et ce qu'il fallait faire et pas se faire. Un exemple, Ouais. c'était que la personne était assise à une chaise, elle se penchait vers le côté pour aller chercher quelque chose dans le frigo, je crois, Oui, et la tout à fait. personne qui était censée être l'expert ou l'experte dans l'émission Oui. disait ah non, il faut absolument pas faire ça, il faut pas courber le dos ni de côté ni devant. Euh, Comment est-ce qu'en 2020, en sachant toute la littérature qu'il y a sur le sujet et toutes les consensus, on va dire, qui peut y avoir dans le domaine, comment est-ce qu'on trouve encore des positions comme celle-ci qui sont envoyées au grand public comme si c'était la seule façon de voir les choses qui, en fait, peut avoir un effet, qui pourrait avoir un effet néfaste sur beaucoup de monde. Bah, je te dirais que la littérature existe, elle est assez riche. Faut-il la lire? Hmm. Et alors, j'ai pas de chiffres là-dessus, mais je peux penser, et je vise absolument personne, je peux penser que la littérature, souvent, elle n'est pas lue. Elle n'est pas lue, c'est aussi pour ça que j'ai fait mon compte Insta pour essayer de faire des résumés, si je puis dire. Mais globalement, elle n'est pas lue, c'est clair. Et pour sortir des choses comme ça, je trouve ça assez scandaleux, en fait, de se tourner pour aller ramasser une bouteille. Je veux dire, à un moment, je veux bien qu'on soit biomécanicien, je veux bien. Si on raisonne en biomécanique, c'est-à-dire que mon bras, moi, je peux pas le soulever plus haut, donc je vais pas aller chercher plus loin derrière parce qu'il va se péter parce qu'il n'est pas prévu pour. Mais pourquoi je pourrais pas aller jusque-là, en fait? Je pense que du moment que, que le corps prévoit ça, prévoit ce genre de mouvement, Mhm. pourquoi ce serait nocif? Pourquoi ce serait nocif? Pour moi, c'est un non-sens de penser ça aujourd'hui. Euh, enfin, ça se fonde clairement pas sur de la littérature, ça se fonde pas sur un raisonnement un peu plus approfondi de ce qu'est la douleur et de ce qu'est une lombalgie. Enfin, ouais, ça fait partie des choses que je ne comprends pas. Je sais qu'il n'y a pas en général, le débat n'est pas possible par rapport à ces idées, parce que c'est des croyances qui sont tellement ancrées depuis longtemps Mhm. que rien à faire. Cette croyance de, par exemple, il ne faut pas plier le dos, elle date minimum de 1924. C'est-à-dire qu'en un siècle, on n'a pas encore tout à fait fini. Mais petit à petit, ça rentre. C'est comme on disait avant, le bal de dos, il fallait rester au lit. Maintenant, c'est quand même pas mal admis qu'il faut bouger. Il y a encore quelques réticences, mais voilà, là-dessus, il y a consensus, il n'y a pas de doute. Peut-être que pour la flexion lombaire, ça va peut-être arriver. Euh, mais voilà, c'est des choses que je ne comprends pas. C'est peut-être des choses qui sont encore enseignées, parce qu'encore une fois, la littérature, elle existe. Faut-il la lire? Donc, tu as parlé des soins fondés sur les croyances et non pas sur la science. Est-ce que tu peux parler des autres croyances populaires que tu retrouves régulièrement, que ce soit dans les gens avec qui tu parles, tes patients, etc., et que tu aimerais ou que tu vises à essayer de répondre peut-être à ces questions qui n'ont pas eu d'assez bonnes réponses jusqu'ici? Bah, écoute, c'est une question qui est pas trop dure pour moi parce que justement, j'ai écrit un livre avec une collègue ostéopathe sur ce sujet-là. Mhm. Ah, une qui revient beaucoup, ça va être par exemple, j'ai le bassin décalé, ou j'ai une jambe plus courte que l'autre. En général, l'un va avec l'autre. Courir, c'est mauvais pour les genoux et c'est mauvais pour le dos. Bon, on a déjà parlé, mais la hernie discale, c'est grave.
La douleur, ça peut être dans la tête. Le placebo, ça sert à rien. Si un traitement marche, c'est qu'il n'est pas placebo. Enfin, j'en ai une quarantaine si tu veux. Donc, on gardera l'œil ouvert pour le livre qui devrait Avec venir. plaisir. Vous avez une date déjà pour le livre ou pas encore? Avec l'éditeur, on vise septembre 2021. Parce que bon, c'est pas qu'on a du retard, mais c'est qu'on veut vraiment faire un bon travail et l'éditeur est dans cette logique. Donc, on prend notre temps. On se réjouit de voir ces travaux-là. Tu as parlé des systèmes d'opioïdes, cannabinoïdes qui jouent dans le système de la douleur. Et peut-être que c'est certainement en dehors de ton champ d'application, on va dire, en tant que kiné, mais peut-être que tu peux y répondre avec un avis simplement comme ça. Au niveau des antidouleurs qui peuvent être prescrits dans des cas de douleurs chroniques, que ce Ouais. soit opioïdes, cannabis, etc., quel rôle est-ce que ces antidouleurs jouent dans le sens où, comme tu as dit, dans un cadre de douleur chronique, où il y a peut-être des choses à régler au niveau psychologique, inhibition de la peur, etc., par rapport au mouvement, ces choses-là, pour toi, ça joue quel rôle? Est-ce que ça peut être bénéfique? Est-ce que c'est plus dangereux que bénéfique? Là, c'est une très 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 bonne question que tu me poses. Euh, je dirais que ça dépend plus de la durée d'exposition, donc la durée du traitement, Mhm. que du traitement en lui-même. C'est-à-dire que si on prend des opioïdes, par exemple, pendant une semaine ou deux, bon, a priori, ça devrait le faire. Maintenant, pour prendre des opioïdes pendant 1 an, 2 ans, outre le risque d'addiction qui est important, il y a le risque d'overdose, il y a le risque, je sais pas je connais pas exactement la pharmacologie. Je crois que ça attaque surtout je sais plus, les reins ou le foie, l'un ou l'autre. Mhm. Bon, en tout cas, c'est pas foufou pour l'organisme. Voilà. Ouais, ouais. Mais je pense que ponctuellement, ça peut être une aide. Par exemple, en cas d'épisodes très très douloureux. Bon, la kinésithérapie a ses limites aussi, hein, en cas de douleur très 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 forte. Je suis pas sûr qu'en tant que kiné, j'ai beaucoup d'efficacité. Donc, je pense qu'en effet, un traitement médicamenteux peut aider. Je suis pas du tout contre. Par contre, je suis pour pouvoir s'en passer et entamer un sevrage. Donc, ça, c'est bien sûr le rôle du médecin. Et j'échange avec les médecins quand je m'interroge sur la possibilité d'un sevrage. Et voilà. Mais je pense que utilisés correctement et sur une durée pas trop longue, les traitements antidouleurs peuvent être utiles, oui. Si on revient sur ton parcours en tant que kiné, quelle était ta vision de la profession de kiné quand tu étais étudiant et comment est-ce que cette vision a changé maintenant que tu es kiné et que tu pratiques tous les jours? Eh ben, ma vision a énormément changé. Le déclic, je le dois à une personne et à un magazine. J'en parlerai juste après. Avant, j'étais très biomécaniste, donc étudier l'alignement du corps, étudier les mouvements combinés, les torsions, les tensions musculaires, etc., etc. Donc tout ce qu'on nous a appris à l'école et ce que j'ai pu apprendre en stage, avec d'ailleurs des tuteurs exceptionnels. Même si je suis pas d'accord avec, je suis pas d'accord surtout avec eux, mais il y a un échange et c'est très constructif, donc c'est cool. Je vais pas jeter non plus tout ce qu'ils ont fait. Ce serait très prétentieux et mal placé de ma part. Donc voilà. Mais voilà, j'avais une vision très biomécaniste jusqu'à même 1 an après mon diplôme. Donc une fois que j'ai eu le diplôme. Et puis j'ai lu un numéro d'une revue de kiné qui s'appelle Kiné la Revue, juin 2017, et je m'en souviendrai toujours, qui était consacré entièrement à la douleur et au mécanisme de la douleur au niveau physiologique, cérébral, etc. J'ai trouvé ça fantastique. Et petit à petit, j'ai commencé à lire, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, on m'avait appris pas mal de trucs un peu bon. Et une personne que je nommerai, qui s'appelle Anthony Alimi, qui est un kinésithérapeute à Dijon, qui est une bonne brutasse sur la douleur. Et en fait, à force de lire ce qu'il publiait sur son blog, sur Facebook, etc., je me suis dit, mais waouh, en fait, j'ai appris plus de conneries que je ne le pensais et j'ai plus de croyances que ce que je ne le pensais également. Donc, il y a eu une vraie remise en question qui continue hein, toujours. Mais je pense que ma vision du métier a complètement changé. Pour faire très vulgaire, avant, je pouvais considérer les gens comme un bout de viande en disant oui, je sais qu'il y a les facteurs psy qui jouent, mais bon, ok, voilà. Oui, il est stressé, donc il a plus mal, évidemment. Voilà.
Et aujourd'hui, je donne vraiment un sens à ces facteurs psychologiques. En fait, je travaille surtout là-dessus. Euh, je vois plus l'être humain comme un ensemble psychosocial qu'un ensemble biomécanique. Alors, je pense que là où ce sera sûrement dans 30 ans, où j'arriverai à avoir vraiment un niveau correct de mon métier, ce sera quand j'arriverai à conjuguer les trois facteurs, donc le biomécanique, le psycho et le social. Là, je suis très, très psychosocial. Et la biomécanique, j'avoue que là, j'ai complètement zappé. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'en avoir conscience et de chercher à s'améliorer. Donc, euh, voilà. Mais clairement, je suis passé presque du tout au rien. Et donc, tu as parlé de ton entre guillemets, changement de bord par rapport à la douleur. Est-ce qu'il y a d'autres sujets principaux sur lesquels tu as vraiment changé d'avis depuis que tu étais étudiant jusqu'à maintenant? Ouais, bah surtout ce qui est efficacité de la thérapie manuelle, donc c'est-à-dire les manipulations, les mobilisations, les massages. J'ai lu beaucoup, beaucoup de papiers là-dessus et je me rends compte qu'en fait, bah, c'est pas tant des effets mécaniques, mais surtout des effets neurophysiologiques. Donc pareil, hein, c'est toujours des effets hormonaux, moléculaires, anti-inflammatoires, etc., etc. Et je me suis dit du coup, bah, ça peut être bien utilisé, ça peut être très très bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je l'utilise beaucoup moins qu'avant et donc parce que justement je me suis dit bah, peut-être que j'ai plus efficace à faire que ça en thérapie. Qu'est-ce que tu réponds aux kinés qui te disent peut-être, oui, mais les thérapies manuelles, ça fait partie de notre discipline, c'est une des choses pour lesquelles les gens viennent nous voir, etc. Qu'est-ce que tu Hmm. réponds à ça? Mais je réponds qu'ils ont raison et que je suis d'accord avec eux. Que c'est pas quelque chose que je rejette, pas du tout. C'est pas quelque chose que je diabolise non plus, pas du tout. Je pense juste qu'il faut le rationaliser, donc c'est-à-dire sur son comment dire son mode de fonctionnement et sur pourquoi il soulage. Euh, Peut-être réévaluer son utilisation, parce qu'il faut peut-être pas l'utiliser à tout bout de champ. Mmh. Peut-être qu'il y a des façons plus judicieuses de l'utiliser. Mais oui, oui, moi je trouve ça très bien la thérapie manuelle. Oui, en effet, les gens viennent aussi nous voir pour ça. Et souvent, moi, je demande aux gens, qu'est-ce que vous attendez de la consultation? Est-ce que vous attendez à ce que je vous touche? Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait de l'exercice? Voilà. Et je suis assez surpris de la réponse de mes patients. Et il y en a en fait beaucoup plus que je ne le pense qui répondent, bah, je m'attends à faire des exercices. Donc, s'ils s'attendent à ça, on ne peut pas les surprendre. Après, bon, de temps en temps, un peu de thérapie manuelle, ils sont contents, ça leur fait beaucoup de bien. Et de toute façon, il y a des preuves quand même assez importantes que la thérapie manuelle aide à soulager la douleur, au moins sur le court terme. Donc, ça peut être un outil intéressant. Mais encore une fois, c'est juste de pas le balancer à tout va, de pas avoir un automatisme thérapie manuelle parce qu'on nous a appris ça à l'école et que c'est vrai que c'est intéressant. C'est même si tu veux au niveau comment dire au niveau du faire, c'est sympa à faire de la thérapie manuelle. Tu utilises Mmh. tes mains, c'est des prises intéressantes, bon, mais peut-être qu'il faudrait pas la faire aussi systématiquement. Bon après ça c'est mon avis bien sûr, mais en gros voilà ce que je leur répondrai. Comment est-ce que tes travaux sur la douleur notamment et sur la vulgarisation et peut-être la mise à jour de certains concepts dans le domaine de la kinésithérapie, comment est-ce que c'est reçu de manière générale dans le monde des kinés? Ouf. Ouf. Alors je dirais que plus que le fond, c'est plutôt comment tu le présentes. Je sais pas depuis quand tu me suis, mais au début de mon compte, quand j'avais 3 000 4 000 abonnés, c'est vrai que je faisais la petite puce surexcitée. Donc je tapais un peu à l'aveugle, je tirais un peu dans tous les sens. Bon, c'était aussi une façon de se faire connaître un peu. Je pense que si on amène ça avec beaucoup de délicatesse, ça passe. Là aujourd'hui, je suis beaucoup moins dans le dégommage de techniques, enfin dans le busting, si je puis dire, Mmh. plus dans la présentation de concepts et de techniques qui fonctionnent, sans dénigrer les autres. Du coup, je parle pas du tout des autres. Et là, tu vois, par exemple, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu attaques une technique, tu attaques des croyances, donc tu attaques les gens. Je me souviens d'un post, c'était sur les ventouses. Et j'avais parlé d'une étude qui s'était intéressée des patients fibromyalgiques, donc une pathologie où on a mal un peu partout et c'est une pathologie à part entière. Et donc, ils avaient comparé des vraies ventouses avec des fausses ventouses. Et les fausses ventouses, en fait, c'était des ventouses percées. Mmh. Et les auteurs retrouvaient aucune différence d'efficacité. Ça a amené beaucoup de critiques. Je ne les nommerai pas, mais j'ai pas mal de mépris pour eux.
vu comment ils m'ont attaqué personnellement. Parce que, encore une fois, hein, dans mes posts, je n'attaque personne, j'attaque des techniques. Moi, quand on me répond, c'est toujours pour ma gueule. Donc, voilà. Donc j'ai du mépris pour ces gens-là. Mais qui ont un conflit d'intérêt évident, c'est-à-dire qu'ils sont formateurs pour les ventouses, qui vendent des formations de ventouses, qui pratiquent ça tous les jours et voilà, qui pensent que c'est fantastique. Enfin bref, pas de problème, hein. Encore une fois, je dénigre pas les ventouses, ça peut sûrement faire un petit plus. Je dis juste qu'il y a peut-être des choses plus intéressantes à mettre en première ligne, en première intention. Mais donc, si tu veux, dès le moment où tu attaques un concept, tu attaques forcément des gens. Enfin, les gens se sont attaqués en tout cas, parce qu'ils existent à travers ces concepts. Mhm. Mais forcément, là, c'est mal reçu. En changeant la forme, en étant plus doux et en disant pas que ça sert à rien, mais en disant ça peut tout à fait avoir une utilité, je crains que, en fait, quelque part, ça ne serve à rien parce que les gens vont juste se dire ah bah, il confirme ma croyance. Il me dit oui, ça peut être utile. Et le reste, ils le lisent pas. Donc, je te dirais, je pense que dans ceux qui me suivent, il y a 80% où je prêche des convaincus. Mhm. Il y a 10% où je prêche que dalle. Et il y a peut-être, voilà, il me reste combien? Il me reste 10%. Euh, Ouais, 10%, ça me paraît beaucoup trop de gens qui se posent des questions. Mais peut-être, après, j'en sais rien. Encore une fois, c'est qu'une idée que je me fais. Ça se trouve, c'est beaucoup plus. Mais je pense que oui, il doit y avoir 10% des gens qui réfléchissent, qui du coup, ils se disent, ah bon, bah alors je vais peut-être reconsidérer le truc. Et c'est le but, en fait. Le but, c'est pas de dire que j'ai raison, que je suis le meilleur. Et loin de là. Ça se saurait si j'étais le meilleur kiné. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de progrès, j'ai beaucoup de chemin à faire. Et c'est tant mieux. Pareil en lecture d'articles, hein. Parfois, je revois mes positions parce que je me trompe, ça arrive, hein. Mhm. Les études évoluent aussi. Mais l'idée principale de ce compte, c'est de faire réfléchir et de se dire, bah, peut-être que ce que j'ai appris, bah, peut-être que c'est pas si juste que ça, peut-être qu'il y a mieux à faire, peut-être que ça fonctionne pas comme je le pensais, etc., etc. C'est vraiment avoir une sorte de pensée critique. Je me revendique pas zététicien parce que je n'ai pas leur intelligence, mais je pense voilà, me dire, je pense pouvoir remettre des choses en question. Donc c'est vraiment le but. Si tu pouvais choisir de voir une chose plus souvent de la part des kinés, de manière générale, ce serait quoi? De la lecture d'articles. Et s'il y avait J'aimerais une... bien que mes Vas-y, vas-y. confrères lisent un peu plus. Mes confrères et consoeurs lisent un peu plus et ne trouvent pas le prétexte de j'ai pas le temps ou etc., etc. On Mhm. a toujours le temps si on veut se l'accorder et lire un papier par semaine, ça me paraît quand même tout à fait jouable, sans avoir des connaissances aiguës en lecture critique, mais au moins se faire quelques idées. Donc j'aimerais bien ça. Et s'il y avait une chose que tu aimerais voir moins souvent? Euh, Des critiques pour les, enfin des critiques très négatives, enfin des critiques non constructives par rapport à tous ces concepts jeunes qui sont le hands-off, donc c'est-à-dire moins toucher ses patients et tout ce qui est par exemple téléconsultation, etc. Avoir des critiques constructives, super. Avoir des attaques, genre c'est de la merde, etc. Ça sert à rien. Antoine, c'était un plaisir Alors, d'échanger. attends, je suis Bah, désolé, je vais en dire une non, 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 deuxième. vas-y, vas-y. Excuse-moi. Vas-y, enchaîne, enchaîne. J'aimerais surtout, le plus important pour moi, c'est que pour promouvoir notre belle profession, plutôt que de taper sur les ostéos, les chiropracteurs à longueur de journée, plutôt que de dénoncer, eh ben, on sache, nous, se mettre en valeur. C'est pour ça que j'essaye actuellement de monter un projet de revue systématique sur l'efficacité économique de la kinésithérapie pour dire, bah voilà, on a la preuve que bah, on est utile. Plutôt que de dire, bah, nous, on sait mieux faire que les ostéos, machin, blabla, c'est des charlatans, machin. Non, ça sert à rien, ça n'a rien de constructif dans notre profession. Donc, mettons-nous en avant pour ce que nous faisons, pas parce que les autres font ou ne font pas. Voilà ce que je voulais juste rajouter. Et donc pour ceux qui souhaitent suivre tes travaux donc sur ton Insta et peut-être ce nouveau projet que tu as, ainsi que le livre qui sortira plus tard l'année prochaine, où Tout est-ce à que fait. les gens peuvent trouver plus d'infos sur toi? Alors, ils peuvent aller sur Instagram, donc Cerveau Musclé, et sur YouTube, où bon, j'ai un peu de mal à produire, mais j'essaye. Donc, pareil, Cerveau Musclé. Voilà, où on peut me trouver surtout. Comme je disais avant, Antoine, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Ciao.